petite étude grenobloise. Donc, le traitement de la presbytie par la modulation du facteur Q, donc elle commence à être connue. Donc la cornée est assimilée à une ellipse. Le facteur Q est calculé à partir des diamètres principaux A et B de l'ellipse. Le fait de créer une aberration sphérique négative, c'est créer une augmentation de courbure localisée au niveau de l'axe pupillaire. Grâce au polynôme de Zernicke, ça nous permet d'analyser le Z-cast. C'est l'analyse du défocus sphérique qui, lui, ne doit pas bouger. Et puis, on va augmenter le Z12, la sphérécité. Donc, le fait de moduler le facteur Q dans le sens négatif, ça va induire une aberration sphérique négative dans l'aire pupillaire et induire une hypermétropisation qui nécessite une compensation myopique proportionnelle. C'est plus efficace chez l'hypermétrope, mais beaucoup mieux supporté, en fin de compte, chez le myope. Le but étant de créer une myopisation au centre et une hémétropie sur les bords pupillaires qui concourent à augmenter la profondeur de champ. C'est le téton qui est présenté juste au milieu. Donc notre étude, donc à Grenoble, on n'aime pas bien faire des bascules chez les myopes, et c'était pour montrer qu'en fin de compte, on peut traiter en binoculaire avec le facteur Q, même le myope. Donc on a réussi à monter à 47 patients en fait. Donc on a fait une étude rétrospective, monocentrique, 2 chirurgiens, le docteur Basli et moi-même, sur la plateforme Alcon. C'était des myopies, donc des patients qui avaient une cinquantaine d'années, une myopie modérée, aux alentours de -4, et des astigmatismes modérés aux alentours de -1. On a augmenté notre facteur Q de -0,5 de façon symétrique, et l'objectif, c'était d'évaluer l'évolution dans le temps de l'efficacité du traitement par modulation du facteur Q chez le myope presbyte. Donc les facteurs importants pour lesquels on s'est arrêté, c'était le diamètre pupillaire, qui était classique, en dessous de 3, le décentrement aussi, qui était normal. On prenait l'aberration sphérique de départ, on l'analysait, et elle a été ramenée chez tout le monde à Q égale -0,3 pour le traitement. Le C12 qui était prévu était supérieur à 0,4. Nos résultats, donc, on retrouve une très bonne acuité visuelle de loin et de près à 1 an, 3 ans et 5 ans, avec encore un Parino 3 même à 5 ans, une stabilité dans le temps et une bonne qualité de vie des patients avec une large indépendance aux lunettes. Donc voilà la représentation de l'aberration sphérique négative chez la majorité de nos patients. La représentation moyenne de l'aberration sphérique négative dans le temps, donc ça c'était 1 an, 3 ans, 5 ans, et on voit le téton qui s'affaisse un petit peu. Et on se rend compte qu'en fin de compte, il y a une régression logarithmique dans le temps avec un aplatissement du téton, ce qui est assez logique. Cette régression logarithmique, elle a permis malgré tout de préserver la vision de près. On retrouve le phénomène de lissage épithélial qu'on attendait, mais est-ce que la réactivation de l'accommodation résiduelle grâce à la plasticité cérébrale a permis de conserver malgré tout cette vision de près? Est-ce qu'il y a une stimulation de l'aire cérébrale de l'accommodation binoculaire qui persiste? Et c'est là où toutes les études d'IRM fonctionnelle peut-être nous aideraient à voir si on a stimulé les aires de l'accommodation et on les a fait persister. Donc en fin de compte, c'est une technique qui est efficace chez le myope et dans le temps. Le myope est moins gêné par l'aberration que l'hypermétrope. Le profil de la sphéricité est conservé dans le temps. On a une diminution de la hauteur de la sphéricité par lissage épithélial, mais une conservation de la vision de près malgré la progression de la presbytie. Donc on favorise la binocularité et le recrutement accommodatif le plus tard possible. Et on se pose la question, persiste-t-il une pseudo-accommodation malgré le lissage? Il y a un entraînement cortical. Merci de votre attention. Merci.